Bonjour Sébastien, Bonjour. comment tu vas? Ben, ça va très bien, et toi? Bah écoute, ça va pas trop mal. Je suis vraiment très très contente de te retrouver à nouveau Oui, avec pour un sujet fort intéressant, je trouve. un sujet effectivement passionnant qui mérite effectivement qu'on s'y attarde, puisque ensemble on va parler en fait des couleurs du tarot. Exact. Alors voilà comment est venue un peu cette idée, cette idée folle. Non, elle est pas si folle que ça en fait. Tu te souviens l'année dernière, donc enfin tu participais toi aussi au Monde en Rose, Oui, donc l'événement virtuel autour du tarot que qu'on avait organisé au bénéfice en fait du d'associations qui luttent contre le cancer du sein. Et donc Sandeline nous a fait une très belle conférence sur les couleurs du tarot à cette occasion. Et donc elle a parlé de la carte du chariot, alors que j'ai là dans l'édition Camoin Jodorowsky. Donc oui, sur cette carte, on peut voir que les deux chevaux sont de la même couleur, exact. alors que sur d'autres éditions du tarot, et notamment le Grimaud, puisqu'elle comparait le Camoin Jodorowsky avec le Grimaud, les chevaux étaient de deux couleurs différentes. Et donc j'écoutais cette conférence avec attention et je me disais, sur le Rider-Waite Smith classique, les chevaux sont de deux couleurs différentes. Le tarot étant quand même, voilà, tourné vers la transcendance, hein, ce qui consiste à transcender finalement deux pôles, hein, Mhm. d'un même continuum. Je me disais, ce serait quand même logique qu'ils soient de deux couleurs ces chevaux. Donc Oui, je crois que oui. Nécessairement, je peux pas m'exprimer à la place de Philippe Camoin ou Alessandro Jodorowsky. Voilà. Et donc, enfin, voilà, pendant ces conférences, j'ai pensé à toi, Sébastien, et je me suis dit, ben, il y en a un qui doit avoir un avis sur la question, et un avis d'ailleurs très éclairé, parce que comme tu le dis, effectivement, Camoin et Jodo n'étaient pas là pour donner leur théorie ou voilà le pourquoi du comment. Mais je me suis dit, Sébastien, lui, il a forcément une idée, Oui, parce que Sébastien, il a beaucoup travaillé sur le sujet. Et Sébastien, il a même édité en fait, ces 22 majeurs dans son tarot retrouvé, hein, puisque c'est le nom que tu as donné à ton jeu. oui. Euh, du coup, j'avais envie de parler de ça avec toi. Alors, est-ce que tu veux nous répondre tout de suite maintenant sur les chevaux du chariot? Parce que quand même, la question est brûlante. Oui, oui, tout à fait. En fait, je vais faire la réponse sur les chevaux du chariot et je pense aussi qu'en quelque part, pour comprendre la réponse sur les chevaux du chariot, je dois parler au moins brièvement du processus pour le tarot retrouvé. Qu'est-ce qui m'amène dans le tarot retrouvé? Parce que mon but n'était pas simplement de faire un énième tarot. Honnêtement, je trouve qu'il en existe beaucoup. Il y a déjà plus de 2 à 3 000 tarots qui sont hésités, qui sont édités. Peut-être que j'ai hésité à Sur l'éditer, ton chiffre, ouais. mais, mais donc, il y a déjà beaucoup, beaucoup de milliers de jeux et je voulais pas juste en faire un autre simplement pour en faire un autre. Mon but était d'essayer de revenir avec un tarot qui était le plus original possible, un tarot de Marseille qui allait ressembler le plus possible au tout premier tarot. Et c'est pour ça qu'il y a une recherche donc qui a été faite. Et c'est pour ça que je peux dire oui, il y a un choix pour la couleur des chevaux. Quand tu dis 3000, 4000, Sébastien, c'est des Marseille ou tu englobes vraiment toutes les familles de tarot, les... J'ai vu passer le chiffre de plusieurs milliers et je suis pas mal certain que dans ce chiffre, dans ce nombre, en fait, il y avait tous les tarots. Je D'accord. pense pas qu'il existe 3 ou 4 000 tarots de Marseille. Je serais surpris. À mon avis, cette statistique que j'ai lue concerne tous les jeux Tous de les tarots. tarot. Oui. Mais même Il y en en a quand même Marseille, pas mal, je hein. dirais qu'il y a probablement au minimum entre 3 à 500 Marseille disponibles actuellement sur le marché. Je ne serais pas surpris qu'on soit dans les plusieurs centaines de versions disponibles. Ouais, effectivement, je serais pas surprise non plus. Alors du coup, pourquoi quand même rajouter un tarot de plus à la collection? Alors c'est vrai que quand on est passionné par le tarot, on souffre souvent de collectionnite aiguë, Oui, hein? On peut le voir. on en voit une On peut le partie. voir. Voilà.
On peut le voir chez toi, on peut le voir chez moi. Mais alors, néanmoins, voilà, apporter cette pierre à l'édifice, voilà, c'est aussi s'inscrire dans toute une tradition, etc. Mais, moi, ça me paraît être un projet complètement ouf. Tu vois, on dit Oui. en bon français de France, complètement fou. Explique-nous, quoi. Comment ça t'est venu? Pourquoi? Je pense que la principale motivation que j'avais, parce que nécessairement, il y a une motivation qui est historique, il y a une motivation qui est en quelque part mue par la recherche, cette volonté de pouvoir retrouver des jeux originaux qui, souvent, on les a perdus de vue ou ils étaient plus disponibles, ils redeviennent disponibles, mais quand on les retrouve, ben, ils sont abîmés. Les couleurs ont vieilli, les détails se sont perdus tout à coup. Alors, je me disais, oui, il y a un côté historique, il y a un côté de recherche où j'avais envie d'avoir un tarot qui est très ancien, un tarot qui est proche de l'original. Et en même temps, j'avais envie de l'avoir dans des couleurs et dans des traits qui soient beaux, qui auraient été comme si je m'étais procuré ce tarot à l'époque où il venait tout juste d'être disponible. Donc, il y avait en partie cette idée. Mais je pense que ma plus grande motivation, elle est plus philosophique que ça. La réponse que je viens de faire, elle est quand même assez pragmatique. Mais il y a un côté philosophique dans ma motivation parce que je pratique plusieurs arts divinatoires. Alors, par exemple, je fais beaucoup d'astrologie. Je dirais que 50% de mon travail est en astrologie, 50% est en tarot. Mais je pratique aussi la numérologie, je fais de la géomancie. Je me suis intéressé à plusieurs arts divinatoires et le tarot est une exception à la règle. Au sens où quand on regarde l'astrologie, on a une histoire de près de 3000 ans en astrologie. Quand on regarde le symbole de Mars ou le symbole du bélier, il n'a pas changé en 3000 ans. Il est encore le même. Et les définitions du bélier et de Mars, elles sont les mêmes qu'on les lise en ancienne Mésopotamie, où aujourd'hui, on a encore les mêmes définitions. Si vous prenez les lignes de la main, la ligne de cœur, elle a toujours existé, c'est toujours la même, elle symbolise toujours la même chose. La ligne de tête également. Quand on est en numérologie, depuis Pythagore, le 1 symbolise la même chose. Quand on est en géomancie, toutes les pièces, on peut les lire à la Renaissance, on peut les lire aujourd'hui, elles ont encore la même signification. Et je me dis toujours, pourquoi est-ce que pour le tarot, c'est pas le cas? Pourquoi est-ce que pour le tarot, on accepte que il y a 10 auteurs qui ont 10 définitions différentes et à qui est-ce que je peux me fier? Pourquoi est-ce que le bélier symbolise toujours la même chose, mais pourquoi est-ce que la roue de fortune pourrait changer de signification avec le temps? Donc ça m'habite depuis presque le début de mon étude du tarot. Et ça fait longtemps parce que j'ai commencé à faire du tarot, j'avais 13 ans. Donc ça fait essentiellement 30 ans là, que je m'intéresse au tarot. Mais très, très tôt, j'étais habité, même à l'adolescence, j'étais habité par cette idée de dire comment ça se fait que dans les auteurs divinatoires, j'ai cette constance et que je ne l'ai pas dans le tarot. Alors, il y a aussi une forme de motivation de dire que si je peux, un peu comme dans les recherches en astrologie, si je pouvais retrouver les documents originaux, comme par exemple en astrologie, on va trouver une tablette de glaise ou de marbre sur laquelle on a gravé des choses et on fait, ah oui, c'est intéressant, ils voyaient Mars de telle façon il y a 2500 ans. Dans le tarot, je me disais, plus je suis capable de revenir vers l'original, plus je suis capable de revenir vers la première version, plus ça va être facile pour moi de retrouver la véritable signification de la carte et non pas comment on l'a changé au fil du temps. Un peu, je ne sais pas si en Europe, si vous jouez à ce jeu, mais quand j'étais enfant, on avait au Québec un jeu qu'on appelait le jeu du téléphone. Et dans le jeu du téléphone, il y a quelqu'un qui murmure une phrase à l'oreille d'un autre et ainsi de suite. Et 10 personnes plus tard, la phrase, elle est complètement différente. Et c'est ça qui s'est passé avec le tarot. Visiblement, on a murmuré de génération en génération. Et aujourd'hui, il y a des cartes qui sont presque opposées dans leur symbolisme, presque opposées à ce qu'elles symbolisaient à l'origine. Alors moi, j'avais cette envie de redécouvrir l'origine de la signification originale et je savais que ça pouvait se faire en ayant les cartes le plus possible qui allaient refléter les couleurs et les détails de l'époque. Donc, c'est ça qui m'a habité depuis 30 ans et c'est ça qui a culminé avec le tarot retrouvé. Alors, c'est pas comme si je m'étais levé un matin il y a 2 ans pour dire je vais faire le tarot retrouvé. C'est plutôt quelque chose qui est en gestation depuis quelques décennies
et qui s'est cristallisé parce que j'ai fait la rencontre d'une graphiste qui m'a proposé de le remettre en image, toutes ces recherches que j'avais faites et que j'avais dans des boîtes et dans des archives. Et D'accord. quand elle me Ok. l'a proposé, ben, ça a été le déclencheur et je me suis dit, OK, on y va, on fait ce tarot retrouvé. D'accord. Donc en fait, tu n'as pas mis ton chapeau d'Indiana Jones, tu n'es pas parti en Mésopotamie ou Non, en Égypte ou je sais pas où pour excaver des tablettes. Enfin, il y a 2 ans ou avant, oui. mais donc c'est En en fait, fait j'ai les accumulé le recherches que matériel tu as depuis faites. longtemps. Pardon? J'ai accumulé ce matériel depuis longtemps, donc j'ai pu le prendre chez moi. Et Dieu merci, non, il y a des historiens, il y a des gens qui font des recherches dans les tarots historiques et tout. Donc, j'ai pu me baser, disons, sur certains jeux, par exemple, les jeux les plus anciens, sur les livres d'histoire, sur la façon dont les choses ont évolué. Je me suis déplacé à quelques moments, c'est-à-dire que j'ai fait des visites de musées, par exemple, à New Oui. York, à Paris, au cours de certains voyages. Mais je pense que 95% du matériel est disponible par les sources d'information, par les livres, par le web, par des visites virtuelles, par exemple, de certains documents. Eh ben, non, mais c'est fou, c'est fou. Alors, ces 2 chevaux du Oui, chariot. les, les deux chevaux dont il faut parler, ben pourquoi est-ce que j'ai des images géantes aujourd'hui? Je vais les montrer, c'est souvent plus agréable d'avoir un bon visuel. Mais donc, le chariot, effectivement, sur ce tarot retrouvé, ben, ils ont deux couleurs différentes. Ce cheval rouge, qui est donc situé à la droite de l'image et le cheval bleu à la gauche, je tiens tout de suite à préciser une chose qui va se répéter tout au long de notre entrevue. Lorsque l'on regarde une image, il ne faut pas oublier que c'est une image, c'est pas un personnage vivant. Donc, une image, elle est faite pour être regardée. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que lorsqu'on parle de la gauche et la droite dans une carte, que ce soit dans une peinture ou dans une photographie ou au cinéma, dans n'importe quelle illustration, quand on parle de la gauche et la droite, on se réfère à l'observateur. C'est-à-dire que quand moi, je suis face à l'image et que je la regarde, eh bien, je remarque qu'à droite, il y a un cheval rouge et à gauche, il y a un cheval bleu. Parce que je ne suis pas le personnage du chariot, je ne suis pas cette image. Donc, c'est moi qui la regarde. C'est pour ça qu'on distingue les choses comme ça. Donc, le cheval de droite, ben, il est rouge et le cheval de gauche, il est bleu. Et on a un personnage dans le chariot. Et c'est très important parce que dans les premiers tarots de Marseille, les chevaux sont coupés en deux. Ils n'ont pas de pattes arrière. Ils ont seulement les Mhm. pattes à l'avant. Et la raison et le symbolisme que les chevaux, on les voit entrer dans le chariot. Quand on regarde de très, très près, on voit qu'il y a comme une espèce de cercle d'ouverture. Et donc, les chevaux entrent dans le chariot et ils sont le prolongement des jambes du Mhm. conducteur. C'est-à-dire que ce conducteur, il a une jambe qui est un chevau rouge et il y a une jambe qui est un cheval bleu. Alors, ces deux chevaux sont le prolongement de ces jambes. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que lorsqu'on a créé la carte du chariot dans sa dimension spirituelle, eh bien, il y avait un écrit, il y avait une fable qui était très, très importante, qui venait de Platon et qui venait tout juste d'être retraduite lors de la Renaissance, au moment de la création. Et dans cette fable, Platon compare la vie humaine à un conducteur qui a un char qui est écartelé par deux chevaux qui le représentent, lui, parce qu'il y a un cheval qui est matériel et un cheval qui est spirituel. Et donc, Platon va dire, toute la vie pour un être humain, ben, c'est d'être écartelé entre sa part matérialiste et sa part spirituelle. Et donc, la réussite d'une vie humaine sur un plan spirituel, c'est d'arriver un peu à dompter les deux. Parce que Mhm. si je ne nourris que le cheval spirituel, je suis en train d'oublier que j'ai un corps et que j'ai une vie terrestre à vivre. Mais si je nourris nécessairement que le cheval matériel, ben, je suis en train en quelque part, de pourrir mon âme et de ne pas pouvoir Et, et, retourner et à d'a- l'âme du et- monde. et d'appauvrir ma vie, enfin, sur un autre Complètement. plan, quoi. Oui. Mhm. Et donc, dans cette vision, dans cette fable, eh bien, ce qu'on dit, c'est que pendant le passage qu'on est sur Terre, on sera comme ce conducteur du chariot et on aura donc trois corps. Le corps qui est représenté par le personnage, ainsi que le corps matériel cheval rouge, le corps spirituel cheval bleu. Et dans cette fable, bien, on insistait sur le fait qu'à la fin de la vie,
à la fin de la vie, le voyage de l'âme allait arriver à un certain moment où il faudrait abandonner les deux chevaux. Il faudrait abandonner deux de nos corps. Parce qu'il y a deux corps qui ne peuvent pas remonter jusqu'à l'âme du monde, qui ne peuvent pas remonter jusqu'au paradis, disons, si on utiliserait un langage peut-être un peu plus moderne. Alors, on disait qu'il fallait retourner à l'âme du monde, mais que seul le conducteur pouvait y arriver. Et il faudrait qu'il laisse partir les deux chevaux. Ces deux chevaux avec lesquels il s'est un peu battu toute sa vie pour arriver à les faire avancer dans la bonne direction, mais un jour, il faudrait qu'il les laisse aller parce que seul le conducteur pouvait revenir jusqu'aux étoiles. D'accord. C'est pour ça que, pour répondre à ta question, on s'entend, c'est pour ça que je pense que c'est plutôt important que les deux chevaux aient deux couleurs différentes et plus particulièrement rouge et bleu, parce que le rouge a toujours cette symbolique plus matérielle, entre autres la référence au sang, le sang qui fait que on parle du corps humain, et le bleu du ciel, le bleu qui a souvent cette connotation, cette allusion au spirituel. Ouais, ou le masculin et le féminin. Enfin, toutes les dichotomies en fait possibles. Enfin voilà, toutes Oui, ces tous les oppositions, contraires ou tous les opposés, voilà, disons, oui. tous les contraires. Enfin, j'ai envie de dire presque possibles et imaginables. Mais ce Oui. que je remarquais sur ton illustration, donc évidemment, enfin, moi je suis d'accord avec toi. Hein, c'est pour ça, ça m'avait un peu pas choqué, mais ça m'avait un peu tiqué de voir ces deux chevaux bleus sur le Camoin Jodorowsky. Et il y a peut-être d'ailleurs une bonne raison pour laquelle ils sont tous les deux bleus, mais Tout à fait. Ça serait intéressant je ne la connais pas. de poser la question, oui. Mais ce qu'on remarque, et encore une fois, ce qui n'est pas le cas sur d'autres tarots, mais ce qu'on remarque, c'est que la bride du cheval bleu est rouge et la bride du cheval Oui. rouge est bleue, de manière à montrer qu'ils sont bien liés l'un à l'autre Et qu'on ne peut que pas l'un ne va privilégier pas un sans l'autre. seul. Oui. Voilà. Les deux s'entremêlent. Le clin d'œil ici du tarot original, au fond, c'est presque le clin d'œil du yin et du yang. Eh C'est-à-dire oui. qu'on a ce noir et ce blanc, mais il y a un point blanc dans le noir et un point noir dans le blanc. Donc, l'idée de Platon était que c'est pas dans le sens qu'il y a que le cheval bleu qui est bon. Non, Parce non, que bien souvent, on fait sûr. cette erreur en ésotérisme. Il n'y a que la spiritualité qui est bonne et le matérialisme ne l'est pas. Et dans cette idée platonienne, il faut aussi nourrir le cheval rouge parce que les deux sont entremêlés. Pendant le passage sur Terre, éventuellement, quand on reviendra à l'âme du monde, là, oui, il n'y aura que du spirituel. Mais pendant qu'on est sur Terre, il faut nourrir les deux. Les deux s'entremêlent l'un et l'autre. La problématique est donc lorsqu'on en nourrit seulement un au détriment de l'autre. C'est là où il arrive cette problématique. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc du coup, ça me fait penser à Tempérance, qui Oui, est un peu la carte de la voie du milieu, quoi. C'est un peu la troisième voie, Tempérance. oui. Euh, alors je sais pas si tu l'avais préparé ou si tu l'as sous la main. Oui, oui, tout à fait. Tempérance va être aussi effectivement particulièrement représentative de ce rouge et de ce bleu qui sont presque moitié-moitié dans la robe, par exemple, mais aussi des bandes bleues sur l'urne versus les bandes rouges sur l'autre. Donc, on est effectivement dans Tempérance aussi dans c'est une certaine allégorie du masculin, du féminin ou de l'introversion versus l'extraversion ou le matériel versus le spirituel. Effectivement, on a un peu une répétition ici. Ok. Ah, c'est top. C'est top. Bon, on a eu donc notre réponse, hein. Pour les chevaux, oui. Pour les chevaux, il est donc plus logique qu'ils soient de On va deux espérer que couleurs. mes prochaines réponses soient plus courtes. Il fallait, disons, mettre en contexte Mais pour bien sûr. comprendre cette idée. Parce que finalement, qu'on parle aujourd'hui des couleurs ou qu'on parle des détails graphiques, peu importe, parce que l'idée du tarot retrouvé, c'était autant les couleurs que le graphisme, que les objets, que ce qui apparaît sur la carte. Mais peu importe qu'on parle des couleurs ou du graphisme en général, le but du tarot retrouvé n'était pas de faire mon tarot, même que j'ai comme laissé partir des détails auxquels j'étais habitué et que là, je devais me réhabituer à des choses qui étaient différentes avec lesquelles je travaillais avant. Mais le but, c'était vraiment de revenir le plus possible au graphisme original. C'était ça mon intérêt.
Et dans le graphisme original, ben, en fait, la base culturelle dans laquelle le tarot a été créé, c'est celle qu'on a appelée le néoplatonisme. Le néoplatonisme, c'est à la Renaissance où est-ce que tout d'un coup, il y a cette résurgence d'intérêt à propos de la magie, de la Kabbale, des écrits de Platon, des écrits philosophiques de l'ancienne Égypte, du Corpus Hermeticum, etc. Et c'est une époque où on était convaincu que tout ce qui était arrivé avant dans le vieux monde reflétait une forme de vérité spirituelle absolue. Et donc, on allait rechercher ces écrits qui étaient très anciens, ces philosophies qui étaient très anciennes, et on les christianisait. On les remettait à la sauce chrétienne parce qu'évidemment, la chrétienté était reine et maître dans la Renaissance. Alors, ben, on faisait une cabale chrétienne. On faisait une magie égyptienne christianisée. Et le tarot reflète ça. Le tarot reflète ça. Est-ce que tu me permets de te parler tout de suite de tempérance parce qu'il y avait une raison pour laquelle je l'avais sous la main? Eh ben oui, vas-y, bien sûr. Très bien. Dans ce que je dis, cette idée que la Renaissance est particulièrement intéressée à réinterpréter des choses de la Grèce antique, de la Rome antique, mais de la christianiser. Eh bien, sur le tarot retrouvé, il y a une chose qui m'a embêté quand on a commencé à faire les cartes avec Geneviève, c'est que sur la tempérance, je remarquais que les 7 ou 8 jeux de tarot que j'utilisais, qui étaient les plus anciens, quand je les comparais, ils avaient toujours une masse bleue dans le sol en arrière de la tempérance. Et il y avait toujours la même masse bleue dans la carte suivante, qui est celle du diable, comme si derrière l'enclume, il y avait une zone bleue. Mhm. Et je vous avoue que je comprenais pas. Je comprenais pas parce que ça apparaissait pas dans la plupart des tarots que j'avais consultés auparavant, mais dans les anciens, c'était presque systématique. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une tranche bleue derrière le diable et pourquoi est-ce qu'il y a une tranche bleue derrière cette tempérance? Et tout d'un coup, quand j'ai commencé à regarder dans les écrits néoplatoniques de l'époque de la Renaissance, bien, je me rends compte qu'ils ont récupéré une partie de la mythologie grecque qu'ils ont christianisée. C'est-à-dire que dans la mythologie grecque, on parlait bien qu'il y avait un fleuve que l'on devait traverser au moment de la mort pour aller vers le royaume des morts. Et Le donc, ce Styx. fleuve, on le traversait. Oui, as-tu une question? Non, non, le Donc, Styx. C'est son oui, nom, le exact, Styx. le Styx que l'on devait traverser. Et dans la chrétienté, on ne peut pas vraiment utiliser tout à fait cette image parce qu'elle est contradictoire. Elle est contradictoire, disons, avec la Oui, vue du paradis, de l'enfer. bah, Et c'est-à-dire que oui, dans la chrétienté, c'est un mouvement d'ascension en fait. On monte, exact. on traverse Et tout pas. le monde ne va pas au même endroit. Tout Et le tout le monde monde ne ne va traverse pas pas au même nécessairement le endroit. même fleuve pour aller au même endroit. C'est Mais vrai. on a repris ça parce que dans le schéma, disons, religieux, spirituel de l'époque, ce que l'on disait, c'est qu'à à la mort, notre ange gardien venait nous chercher et il allait faire traverser à l'âme, il allait faire traverser une forme de rite initiatique et de test. Et ce test allait être offert par le diable. C'est-à-dire que l'ange gardien allait amener l'âme devant le diable et le diable allait lui dire, si tu regrettes ta vie terrestre, je peux te la redonner au travers de la réincarnation. Alors, tu vas pouvoir reprendre un corps, tu vas pouvoir jouir de la vie, des 5 sens. Alors, si tu veux, tu peux revenir sur Terre. Et si l'âme refusait la proposition du diable, eh bien là, l'ange l'amenait vraiment, la ramenait vers le jardin d'Éden. Et dans le tarot, c'est ça qu'on illustre et c'est ça qu'on a christianisé, c'est-à-dire que l'ange de la tempérance, c'est l'ange qui arrive après la mort, après la carte numéro 13. Donc, cet ange gardien, c'est l'ange qui vient chercher l'âme et qui va l'amener voir le diable. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette tempérance? Elle prend l'âme sur une rive du Styx et elle amène l'âme sur l'autre rive du Styx pour aller rencontrer le diable. Et à ce moment-là, selon le choix qui sera fait, eh bien, on poursuivra vers le jardin d'Éden où on reviendra sur Terre pour recommencer la réincarnation. Et ça, c'est un très, très bon exemple de la culture néoplatonique qui était dans les symboles originaux du tarot et certains même que j'avais jamais perçus avant de vraiment essayer de restaurer, si on veut, ce tarot parce que j'avais pas trop pris connaissance de cette masse bleue du diable et de la tempérance parce qu'elle existait sur très peu d'exemplaires du tarot. Mais quand on va chercher les tarots historiques, les plus anciens, elle est systématique, elle est toujours là. Alors ça, c'est un exemple de comment
est-ce que le travail, disons, de recherche historique sur le néoplatonisme qui nous fait cette explication-là, l'ange de tempérance qui vient chercher l'âme, qui l'amène voir le diable, et là, on regarde les couleurs sur les cartes et on voit que le tarot, reflète cette idée, cette traversée du fleuve au moment de la mort. Alors, tu nous parlais justement de certains détails qui ont été perdus. Et là, à l'instant, tu parlais de détails que tu as dû omettre. Oui. Hein, et des choses avec lesquelles tu avais l'habitude de travailler parce que tu avais l'habitude de les voir sur tes tarots et que là, donc, tu n'as pas reproduit. Exact. Tu peux nous donner un exemple? Ben oui, tout à fait. Déjà, je peux dire que très, très souvent, j'avais travaillé avec une carte de la mort sur laquelle il manquait un pied à un certain endroit. Et puis là, c'est pas tout à fait le cas sur la version originale, mais déjà sur la carte que je montrais, dans les versions que j'étais habitué avec la tempérance, il y avait toujours une urne qui était bleue complètement et une urne qui était rouge complètement. Ah oui, c'est C'était vrai. vraiment un échange entre l'urne bleue et rouge, mais quand j'ai regardé les tarots historiques, c'était jamais le cas. Il y avait bien des bandes de couleurs, mais par contre, jamais l'urne était dessinée complètement rouge ou l'urne dessinée complètement bleue. Ça, c'est un exemple, mais je pense qu'on pourrait regarder carte par carte et voir à plusieurs endroits où il y a des couleurs, où il y a des détails qui sont pas les mêmes. Une que je n'ai pas tout à fait à portée de main, mais je vais aller la chercher, elle n'est pas si loin, c'est celle de l'amoureux. Et tiens, j'ai la mort aussi. Sur beaucoup, beaucoup de jeux de tarot de Marseille un peu plus modernes, souvent, il manquait un pied au squelette, alors qu'on voit bien que les deux pieds sont présents. Il a ses deux pieds, ce personnage. Mais Ah dans oui. beaucoup, beaucoup de tarots, il manque un pied. Et ça, c'était un symbole que j'utilisais souvent en cours pour dire aux étudiants, vous voyez que le pied du pendu dans la carte précédente, on l'a coupé. On l'a coupé pour se libérer. Donc, le squelette, il lui Ah, manque un pied parce que c'est le pendu qui s'est libéré pour continuer, pour passer à autre chose. Mais là, quand j'ai regardé les tarots historiques, les deux pieds étaient là. Alors, j'ai perdu ce symbole. Je peux le récupérer autrement parce qu'il y a un pied coupé par oui, oui, il terre. y a quand On a même quand des même pieds accès à un coupés, ouais. pied, mais c'est pas celui du personnage. C'est pas celui du squelette. Donc, ça, c'est une différence. Et la carte de l'amoureux que j'aimerais montrer, que je vais essayer d'aller chercher, c'est qu'on va voir qu'il y a un bandeau sur les yeux de l'ange, du Cupidon qui est dans le ciel. Et ça, c'est typique des tout premiers tarots. Le bandeau Ah, sur oui. ses yeux, c'est typique des tout premiers tarots et que ça a complètement disparu des tarots de Mais Marseille moderne. Alors, pourtant, je on n'avais sait bien jamais que été l'amour est habitué à aveugle. voir ce symbole. Pardon, excuse-moi. Oui. Vas-y. Non, non, je Non, non, disais. c'est ça. Exact. J'avais jamais été habitué à travailler avec l'amoureux qui est bandé au niveau des yeux. Ouais, non. Et moi, je disais simplement, pourtant, on sait bien que l'amour est aveugle. Oui, oui, tout à fait, absolument. Ça montre, c'est ce que ça dénote un peu dans cette histoire, c'est que cet amoureux, il n'est pas dans un choix qui est rationnel. C'est pas un choix qui est rationnel. Il a les yeux bandés, il ne voit pas, donc c'est un choix qui vient uniquement avec le cœur, avec Mhm. l'intuition, avec le ressenti, et non pas par le cerveau. Surtout qu'à l'époque de la Renaissance, on associait particulièrement l'idée de l'intellect au regard. Alors, si j'ai un regard qui est voilé, c'est que je ne suis pas dans l'intellect. Je suis dans le ressenti parce qu'on voyait cette idée physiologique que les yeux sont juste en avant du cerveau. Donc, on avait cette association entre le cerveau, l'intellect et les yeux. Alors, c'est important que l'amoureux ait le bandeau dans cette idée. Et peut-être aussi l'exemple que j'aime beaucoup, qui est un autre détail qui était disparu d'à peu près tous les jeux de Marseille moderne, c'est que quand on commence à regarder les anciens jeux de Marseille, les tout premiers, la papesse a toujours une couleur jaune qui émane de sa couronne et qui monte vers le ciel. Donc, quand on regarde de près, on voit qu'elle a sa couronne, mais qu'à Ouais. l'intérieur de la couronne, il y a du jaune qui déborde, qui va même dans la cartouche, qui va chercher le bleu et qui monte vers le ciel. Et ça, c'est un détail qui s'était perdu pendant plusieurs siècles et qu'on retrouve. Et il est très intéressant parce que la papesse, elle est associée à cette communication divine. Elle est Mhm. associée à cette idée qu'elle non plus, elle n'est pas dans le cerveau, elle n'est pas dans l'intellect,
Elle est vraiment dans cette réception. Et on nous montre ici, les concepteurs du tarot nous montraient que, en fait, cet archétype, ben, il est en communication directe avec le divin. Il n'a pas besoin d'un code ou d'un filtre terrestre. Et à l'époque, dans cette culture du néoplatonisme à la Renaissance, ben, ça avait d'ailleurs créé un peu de vague dans l'Église. Pourquoi? Parce que la papesse est le premier personnage féminin du tarot. Elle est nommée papesse, ce qui est Impossible. une hérésie pour l'Église. Total. Et en plus, on dit que c'est elle, c'est l'archétype féminin qui est en communion directe avec Dieu. C'est pas le pape. Le pape n'a pas cette lumière jaune. Le pape, il a des outils terrestres. La papesse, elle est la seule qui peut poser le livre. Elle n'a pas à le lire. Elle reçoit directement les choses. Et ça avait créé quelques vagues. Ça avait causé des problèmes. Mais quand on lit sur la Renaissance, il y avait beaucoup le retour du culte de Marie. Et Ah, on dessinait souvent la Vierge Marie et puis comme elle est en étant en bleu en plus. communication directe avec le divin. Et peut-être un autre élément au niveau des couleurs, ben, c'est que lorsqu'on dessinait Marie dans la Renaissance italienne, on la dessinait toujours exactement avec les couleurs de la papesse, c'est-à-dire un manteau bleu Bleu, et ouais. un vêtement intérieur rouge, parce qu'on voulait symboliser la venue de l'enfant Jésus. Le bleu est associé à l'invisible, le rouge au matériel. Donc, si j'ai un manteau bleu qui recouvre du rouge, ben on ne voit rien, mais il se prépare quelque chose. Il se prépare la venue de l'enfant Jésus. Et les créateurs du tarot ont bien récupéré sur les anciens tarots. On voit que toujours le manteau extérieur est bleu et le manteau intérieur est rouge pour montrer que la papesse, elle prépare quelque chose, même si c'est invisible. Et ça, c'est quelque chose qui avait été perdu ou souvent, disons, inversé dans les tarots modernes. Dans les Marseilles modernes, c'est souvent plutôt le rouge qui est à l'extérieur et le bleu qui est à C'est l'intérieur. c'est ce que j'allais te dire, mais parce que c'est comme ça sur le Camouin Jodorowsky. Oui, Mais ce à quoi ça me fait penser aussi, du coup, ton explication sur le retour en force, on va dire, du culte de Marie, etc. Ben ça me fait penser à la Kabbale, en fait. Ça me fait penser à Sherina dans la Kabbale, qui est oui, ben, le principe, pour le coup, féminin et quand même connecté complètement au divin, quoi. voilà. Il Il y est a très, très peut-être clair que aussi de ce ça qu'on a appelé là-dedans. la Kabbale chrétienne a beaucoup influencé le tarot. On a même de plus en plus de sources historiques qui semblent montrer qu'elle est arrivée dans le tarot particulièrement par un personnage qui s'appelait le Pic de la Mirandole. Donc, le Pic de la Mirandole, c'est quelqu'un qui a été en amitié avec Marcel Ficin, qui est le père de la Renaissance italienne, le père du néoplatonisme, de tout ce mouvement, et qui avait décidé qu'il allait créer justement un jeu de cartes pour aider ses étudiants à comprendre le néoplatonisme. Donc, on comprend que le tarot a été façonné beaucoup dans cette idée. Et le Pic de la Mirandole, eh bien, il était spécialisé dans la Kabbale qu'il avait refait à la sauce chrétienne pour être certain d'offenser personne, de ne pas finir sur un bûcher, même si ça finit grosso modo par lui arriver. Mais il avait donc rechristianisé la Kabbale et effectivement, il y a ces principes de la Kabbale qu'on retrouve beaucoup dans le symbolisme du tarot. Et alors, s'il te plaît, tu veux bien reprendre ta papesse, puisque Oui, c'est la tienne. oui, Là, c'est la tienne. Et alors, je vais montrer. Alors, je suis désolée, moi, j'ai un cas moins Jodorowsky. Bon, les personnes qui me connaissent, et toi aussi, tu le sais. Bon, le tarot de Marseille n'est pas un tarot que j'utilise, voilà, oui. dans mon Tu le quotidien. possèdes pas en 20 000 exemplaires. Et je ne le possède pas en 20 000 exemplaires, tu vois. Je dois en avoir deux. Je dois avoir un vieux convert quelque part. Mais bref, c'est voilà, le Camouin Jodorowsky reste quand même une référence, tout comme le Oui, tout Grimaud. à fait. Je le possède Voilà. d'ailleurs. Et donc, on peut quand même s'apercevoir qu'effectivement, au niveau de la coiffe, il n'y a pas ce rayon que toi tu as retrouvé, et que, comme tu le disais, hein, au niveau du vêtement, les couleurs sont inversées, exactement ce que tu nous as dit. Hein, Oui, que, et il y a un autre détail qui, chez Camouin Jodorowsky, ça je le sais quand même. Tu vois, j'en sais pas beaucoup sur le Marseille, mais ça je le sais, a quand même une importance ben, importante et que tu as zappé toi. et je crois que tu me parles de l'œuf. Ben bien sûr, je te parle de là. Et là, je t'avoue, Aline, que je suis
un peu mal à l'aise de répondre. Ah, Mais je mince. vais le faire. Je vais essayer de le faire poliment, mais je vais le faire. Il n'y a jamais eu d'œuf sur aucun tarot historique retrouvé dans toute l'histoire du tarot, sauf un bloc de bois retrouvé par Philippe Camoin, où il y a carrément un morceau de bois qui est parti et qui a été interprété comme étant un œuf dans cette carte. Je ne peux pas aller dans cette direction-là si je fais un travail de restauration d'un tarot. Comprenez-moi bien, je ne juge pas le fait que Philippe Camoin et que Jodorowsky aient mis un œuf. J'aime beaucoup le jeu, je le possède. J'ai le livre La Voix du tarot de Jodorowsky. Je trouve que c'est un auteur hyper intéressant. Je réfère souvent mes étudiants à lire Jodorowsky parce que je trouve que c'est intéressant. Mais Jodorowsky, en entrevue, a déjà dit une chose qui m'avait bien fait rire et qui reflète un peu cette idée. Il avait dit, un ami est venu me voir pour me demander des explications sur le tarot et je lui ai donné. Et la semaine d'après, il est revenu avec une sous-question et je lui ai donné une explication différente. Et comprenez que le tarot que j'ai fait avec Philippe Camoin, ben, c'est cette idée, l'explication peut changer en une semaine. Alors, c'est très artistique. C'est très Jodorowsky, cette idée. Il n'est pas nécessairement intéressé dans le reflet historique véritable d'un jeu de 1500 quelques ou quoi que ce soit. Il est un artiste qui a créé des cartes de tarot et dans lequel il a passé aussi son symbolisme et sa compréhension du tarot. Et dans le symbolisme, l'œuf fait du sens. L'œuf fait beaucoup de sens pour la papesse. C'est vrai que l'œuf fait beaucoup de sens symbolique avec la papesse. Donc, moi, j'aime bien qu'il y ait un œuf sur le tarot de Camoin et Jodorowsky. C'est parfait parce que c'est pas un tarot qui a nécessairement la prétention d'être une recréation d'un jeu historique. Ceci dit, la problématique pour moi, elle vient de dire, OK, l'œuf est là, je le trouve très bien, je trouve ça très intéressant, c'est une belle symbolique. Mais moi, quand je travaille à partir de vrais jeux de tarot qui ont existé. Je travaille à partir de 6 ou 7 des plus anciennes versions du Marseille et il n'y en a pas d'œuf sur ces versions. Donc, je ne veux pas en mettre un parce que ça fait mon affaire. Je ne veux pas en mettre un parce que, ça illustre qu'est-ce que moi je comprends de la papesse ou qu'est-ce que je crois de la papesse. C'est justement ce que je disais tout à l'heure. Ça m'a fait de quoi que tout d'un coup, les 2 pieds du squelette étaient revenus. Parce que pour moi, ça avait une symbolique importante, cette idée que le squelette était ce personnage du pendu qui avait accepté de couper son pied pour pouvoir évoluer vers le futur. Mais je voulais pas faire mon jeu de tarot. Je voulais faire le jeu de tarot des origines. Alors, pour ça, il faut avoir une forme de rigueur historique et se dire, ben, s'il y a un œuf sur plusieurs cartes de la papesse dans des jeux différents, OK, je vais le mettre. Mais si l'œuf apparaît en nulle part, ben, je vais pas le mettre. Alors voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'œuf sur la papesse dans le tarot retrouvé. Mais c'est toujours un sujet un peu problématique parce qu'il y a des gens qui vont m'écouter et qui vont dire que je critique le tarot de Camoin et de Jodorowsky. Non, pas du tout, je l'aime beaucoup ce jeu. Je pense juste qu'il n'a pas la même idée philosophique autrement dit, qui motive le dessin sur les cartes. Bien sûr, mais je pense que tu l'as très bien expliqué. Ton projet, c'était de remonter, voilà, aux origines. Et en ce sens, le nom que tu as donné à ton tarot est très pertinent parce que Voilà, voilà, un j'ai tarot retrouvé. retrouvé, voilà, en cherchant des archives, voilà, en fouillant, en Exact, faisant un travail historique, j'ai voulu, voilà, retrouver le graphisme le plus originel possible, les couleurs les plus originelles possibles, exact. et voilà, en comparant des versions. Et donc, quelque part, c'est un autre projet. Oui, tout à Voilà. fait. Et j'ai plein de doutes au sens où je n'ai pas des certitudes absolues. Parce que j'aurai une certitude absolue le jour où on retrouvera le tarot qui est apparu à Lyon en 1507. Parce qu'on a un acte notarié en 1507 qui a été retrouvé et qui montre que pour la première fois, le tarot qui était à Florence, dans l'Académie platonicienne, tout d'un coup se retrouve à Lyon. Et c'est là où il va être commencé à être produit et qui va prendre au fil du temps cette appellation du tarot de Marseille. Mais on a l'acte notarié. On a la preuve de 1507 pour le tarot, mais on n'a pas le tarot. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est de me dire, ben, si je vais chercher, non pas celui de 1507 parce que je ne l'ai pas, mais si je vais chercher, par exemple, celui de Relichon, qui est autour de 1570, et les autres qu'on a de 1650 à 1700, ben, ce sont les plus vieux. Les plus Si je les proches, ouais. compare
et que je vois qu'il y a un détail qui se répète dans toutes les éditions, il y a de très bonnes chances que ce détail était sur le tarot de 1507. Mais je ne peux pas l'affirmer avec une certitude absolue. J'ai fait le mieux qu'on peut avec les traces historiques et les jeux qui nous restent aujourd'hui. Mon rêve, j'ai presque envie de dire, Aline, que mon rêve, c'est qu'un jour, quelqu'un me donne tort parce qu'il va m'annoncer qu'il a retrouvé le jeu. Et ce jour-là, je serais très content de prendre le tarot retrouvé et de le corriger s'il y avait lieu, parce que ça serait pour moi, un passionné de l'histoire du tarot, enfin avoir une certitude absolue sur quelles étaient les cartes dans leur état. Mais pour l'instant, je suis confiant que celui que j'ai fait est le plus près possible dans l'état actuel de l'histoire et des preuves que l'on a, c'est le plus près possible de ce qu'était le tarot original. Et d'ailleurs, il y a un tarot qui a été retrouvé très récemment. Il y a un tarot je crois que c'est 1639, j'espère que je ne fais pas erreur, c'est 1637 ou 1639, c'est arrivé il y a à peine quelques semaines. Un tarot de Philippe Vachy, si je me souviens bien. Et voilà, on l'a retrouvé, c'est une grosse surprise, on ne savait pas qu'il existait et tout d'un coup, il existe. Et j'ai eu la chance, on m'a montré en primeur les images de ce tarot retrouvé. Et j'étais très content parce que j'ai comparé avec toutes les cartes du tarot retrouvé et c'était pareil, c'était identique. Alors là, j'étais heureux, mais comme je dis, chaque découverte historique serait susceptible d'apporter un correctif au tarot retrouvé. Je suis ouvert à l'idée, je suis même enthousiaste à l'idée que peut-être un jour on le corrigera. Mais actuellement, j'ai vraiment cette certitude qu'il est le plus près possible des premiers tarots qui ont existé en France. Et donc, j'imagine qu'il n'y avait pas d'œuf sur cette version. Non, peut-être que pour les curieux, je peux montrer rapidement, mais je les ai avec moi, certains des jeux historiques là, que j'ai utilisés, les plus vieux qu'on a. Hop, le focus n'est pas idéal, mais bon, on a un tarot de Marseille de François Chausson, 1736, et puis on s'en va après ça en reculant là, de plus en plus. Il y a le Madonnier, 1709. En passant, les jeux que je montre, ce sont des jeux historiques que les gens peuvent se procurer s'ils le veulent. C'est pas moi là qui vends ça, c'est une maison française qui s'appelle Tarot Héritage. Et donc, ils vendent des facsimilés de tarot historiques. Donc, ça a été très utile pour la création du tarot retrouvé. Alors, on a un païen de 1713. Et là, après ça, ben, on est Héry aussi de 1718. Et après, ben, on s'en va vers les 1600 parce que là, on a un Dodal qui est en quelque part entre 1650 et 1700. Et puis, on a un Viville qui est en 1650. Et puis, on a le Noblet qui est aussi habituellement montré autour de 1650. Il y a le fameux relichon dont je parlais tout à l'heure. Le relichon, on n'a pas les couleurs. Je n'ai pas pu m'en servir pour les couleurs parce qu'on a perdu le jeu. Mais on a le dessin en noir et blanc. On a conservé le dessin en noir et blanc dans une très, très vieille édition d'un Larousse illustré et on avait les fameuses cartes en noir et blanc du relichon. Donc ça, ce sont les plus vieilles qu'on connaît. Alors, on pouvait utiliser ça comme point de départ, mais pas pour les couleurs, seulement pour le graphisme. Et voilà, donc c'est un peu cette comparaison. Et tous les jeux que j'ai montrés, aucun à l'œuf. Aucun à l'œuf sur la papesse. Bon, c'est sans appel historiquement. Oui. Et alors, si on revient un petit peu sur les couleurs, maintenant, Sébastien, est-ce qu'il y a eu des... parce que, alors, la couleur, bon, c'est une question de perception, mais en même temps, voilà, quand on dit rouge ou quand on dit bleu, on peut dire bleu clair, bleu foncé, bleu Oui. turquoise, bleu canard, enfin, tu vois. Et le rouge, c'est pareil, rouge, vermillon, enfin, Ah oui, bref. il y a plusieurs teintes, là, plusieurs tonalités. Et avec donc effectivement des jeux qui ont été reproduits, qui ont été retrouvés, qui ont pu passer à la lumière, parce qu'on sait, enfin les conservateurs de musées, on sait ça aussi Et manipulés avant de se retrouver dans un musée. Et ils ont été manipulés. Voilà, donc Oui. la couleur aussi c'est perdu, peut-être certainement plus que le graphisme, parce que Oui. le graphisme finalement, l'un dans l'autre, on est capable de le retrouver. Mais la couleur, alors les couleurs, comment Oui. on fait pour retrouver les couleurs? J'ai bénéficié d'une aide incroyable parce que le premier réflexe pour la couleur, c'est d'aller regarder les musées. Les musées possèdent des toiles de la Renaissance italienne et on sait que dans les tout premiers tarots,
on est dans la Renaissance italienne et même quand ça passe à Lyon, ça vient de Florence à l'origine. Donc, on comprend que les pigments des premiers tarots sont représentatifs de cette période de la Renaissance. Donc, on peut aller voir des musées, on peut aller au Louvre, par exemple, aller voir les toiles de la Renaissance et on peut voir comment ils ont été restaurés. Et déjà, ça, c'est très intéressant parce qu'on voit comment le rouge est restauré, comment le bleu est restauré, les types de tonalités. Et la base est là. Mais j'ai bénéficié d'une grande aide en quelque part parce qu'il y a déjà un historien français qui a fait le travail il y a plus de 10 ans et qui s'appelle Jean-Claude Flornoy, malheureusement aujourd'hui décédé. Jean-Claude Flornoy a publié beaucoup de tarots qu'il a peints à la main. Et dans cette recherche historique, il a été chercher les recettes originales de comment on faisait le bleu ou le rouge dans le tarot parce qu'on a ça, on a des traces chez les maîtres quartiers de qu'est-ce qu'ils utilisaient comme pour faire le bleu, que dans le monde moderne, on n'utilise plus. Et Jean-Claude Flornoy a fait des tarots artisanaux faits à la main au pochoir dans lesquels il a été chercher la recette des pigments originaux. Et donc, quand on regarde les jeux de Flornoy, bien, on peut vraiment bien voir comment, disons, si je regarde sur un fac similé comme ici, j'ai François Héry en 1718, mais là, je peux voir que sur le fou, il y a des taches qui sont presque noires, Mais en fait, quand on regarde les travaux de Flornoy et qu'il utilise le pigment original, tout d'un coup, c'est un bleu qui est presque pâle. Donc, c'est un bleu qui avait tout simplement foncé avec le temps, avec la manipulation, l'huile des mains et tout. Alors, j'ai beaucoup été influencé par les travaux de Flornoy pour pouvoir retrouver la bonne tonalité des couleurs. Ça et les restaurations des musées, des œuvres de la Renaissance qui nous donnent aussi une bonne idée de comment une couleur peut vieillir et de comment tout d'un coup on peut la ramener à ce qu'elle était à l'origine. Ok. Et ben écoute, un petit peu peut-être en conclusion de notre échange, parce que bon, on pourrait en parler pendant des heures et moi je pourrais t'écouter parler pendant des heures, mais est-ce que peut-être, finalement, dans ton jeu, enfin dans ton tarot retrouvé, est-ce que tu as une carte préférée? Et quelle est cette carte? J'aime beaucoup la Lune. Beaucoup la Lune. Je vais la montrer. Je vais expliquer peut-être pourquoi. Je pense que la Lune a toujours été une de mes cartes préférées, mais ce qui m'a particulièrement plu dans le tarot retrouvé, c'est que je me suis rendu compte que quand on regardait les tarots historiques, dans la plupart des tarots modernes, on a une carte qui est extrêmement sombre. Très, très peu de couleurs. Presque tout est bleu. Cette idée de la nuit, hein, la plupart du temps. Oui. Et quand j'ai regardé les tarots les plus anciens, tout d'un coup, je m'apercevais que malgré que ça se passe la nuit, visiblement, on est encore dans une forme de crépuscule, si on veut, parce que on arrive à distinguer le vert sur les dunes qui sont à l'arrière. On distingue bien les loups. Et on a même fait un très, très bel effet dans les tarots les plus anciens. Moi, je trouve ça fantastique. En tous les cas, je ne sais pas si ça va plaire à tous autant que ça me plaît à moi, mais sa fameuse écrevisse, on lui a mis ses couleurs. Je veux dire, un écrevisse, c'est souvent vu comme rosé ou rouge, mais on a pris la peine de dessiner, de faire presque des taches de bleu sur l'écrevisse pour nous faire comprendre qu'il est sous l'eau. On le voit au travers du prisme de l'eau. Cette carte, je la trouve magnifique. Je trouve cette lune pleine de couleurs absolument magnifique à voir. La verdure au loin qui réapparaît dans le paysage lunaire. Et cette écrevisse dont on a pris la peine de mettre le bleu pour que le rouge transparaisse légèrement autour à certains endroits un peu plus que d'autres. C'est une carte dont j'aime beaucoup le graphisme. Alors maintenant, j'aurais pu faire aussi peut-être une réponse plus intellectuelle. J'aurais pu dire que j'aime beaucoup la Maison Dieu parce que dans la Maison Dieu, on retrouve un symbolisme qui a complètement disparu dans le tarot moderne et qu'on peut ramener. Mais là, on parlerait de mots-clés, de définition. Alors que la Lune, elle me plaît sur un plan graphique. OK. Et si je peux dire, ça serait peut-être intéressant de le préciser, je voudrais pas... je peux certainement pas prendre tout le crédit pour le tarot retrouvé, entre autres pour le dessin. Parce que si c'était moi qui avais dessiné le tarot retrouvé, Aline, tu ne m'aurais pas invité aujourd'hui. Tu aurais dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ces cartes de tarot dessinées par un enfant de 2 ans et demi? Tu aurais fait des bonhommes allumettes, c'est ça? Oui, et pas très bien. Des bonhommes allumettes et pas très, très beaux d'ailleurs. Donc, c'est clair que pour le dessin, c'était pas possible. Et c'est Geneviève Chabot qui a fait le dessin. J'ai été tellement
chanceux de la rencontrer, comment des fois le destin nous amène des gens. Geneviève, elle a pris la formation de tarot avec moi et elle est super sympathique, elle fait des consultations de tarot et tout. Et à la fin de la formation, elle me dit, tu sais, je suis graphiste et je suis spécialisé dans l'histoire du costume et dans l'iconographie du Moyen Âge et de la Renaissance. J'ai fait des contrats pour des films d'époque, pour des groupes de musique qui faisaient de la musique du Moyen Âge, et donc on a fait les pochettes, on a fait les posters, on a fait les affiches. C'est sa spécialité, le dessin du Moyen Âge et de la Renaissance. Et là, elle me dit, j'aimerais bien si tu peux me donner les indications. Ben moi, je pourrais le dessiner, ce tarot. Et c'est à cause de Geneviève que ça s'est fait. J'avais les connaissances intellectuelles et les recherches historiques pour pouvoir faire le tarot retrouvé, mais je n'avais ni les compétences graphiques, ni le trait du Moyen Âge, le trait de la Renaissance, cette capacité de faire un tarot qui, même s'il est moderne, on ressent clairement dans les dessins que c'est quelque chose qui est ancien. Donc, tout ce qui est graphisme, dessin, le trait, le style, tout ça, c'est Geneviève qui l'a fait. Et avec sa sœur Mélissa, ils ont fait un travail vraiment, vraiment fantastique. C'est eux maintenant même qui éditent le tarot. Ils ont décidé qu'ils allaient s'en occuper pour que les couleurs soient respectées, pour que la qualité soit respectée. Donc, ils ont décidé de s'en occuper. C'est presque autant leur bébé que le mien, le tarot retrouvé. Et en plus, c'est bien parce que toi, tu es un homme et elles, ce sont des femmes. Donc, il a Exact. un papa et une maman, ce Eh tarot. oui, on a, comment je dirais, peut-être chacun notre sensibilité ou notre personnalité ou notre façon d'être. Et là, ben, le tarot a bénéficié de toutes ces sensibilités, pas juste la mienne. Et Et donc, Dieu merci pour les dessins, pas juste la mienne. il y a bien du bleu et du rouge, tu Oui, vois, du masculin et du féminin. exact. Et alors, du coup, dis-nous, où est-ce qu'on peut le retrouver, ton tarot retrouvé? Ben, le tarot retrouvé sera sur le site donc de l'éditeur. Geneviève et Mélissa, ils sont propriétaires d'une entreprise de graphisme qui s'appelle Sacré. Et puis, leur site web, c'est sacré.com. Alors, si on ajoute la barre oblique et le tarot, ça donne sacré.com barre oblique tarot et on arrive sur leur site. Et on peut aussi passer par mon site, sébastien-michel.com. Et sur mon site, ben, il y a des liens pour mes livres, mais il y a aussi des liens pour le fameux tarot retrouvé. Très bien. Et alors, si cette conversation, encore une fois, qu'on aurait pu continuer longtemps, Oui, parce que non, mais quand même, avant de conclure, je voudrais te demander sur ta oui, carte de la Lune, le visage de la Lune, il est de face, oui. alors qu'on a l'habitude de le voir de profil. C'est une variation relativement moderne, le visage qui est tourné de profil, parce que quand on regarde tous les anciens jeux, les plus vieux jeux de tarot, la Lune et le Soleil sont toujours les deux vus de face. Et autour de l'année 1700 environ, il va y avoir un ordre qui va venir de la cour royale et qui va obliger les maîtres quartiers qui fabriquent les tarots à détruire les anciens moules parce qu'il existait soudainement une taxe sur les tarots et sur les moules. Mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de maîtres quartiers qui voulaient ne pas payer la taxe. Alors, ils réutilisaient les anciens moules. Et là, le roi a dit non. Vous devez détruire les moules. Vous êtes obligé de prendre les nouveaux et les nouveaux sont taxés. Alors, c'est pour ça que le tarot, entre 1700 à 1730 environ, tout à coup, il a beaucoup changé dans son iconographie parce que les anciens moules ont été détruits. Elles ont été remplacées par des nouveaux moules qui ont donc été modernisés, transformés et changés. Mais c'était vraiment sur ordre du roi à cause de cette histoire de taxes. Alors Qu'est-ce que oui, dans tu les veux? Les anciens jeux, la Lune Français, et le Soleil regardent de les face. Français, les impôts, qu'est-ce que tu veux? Il y a des choses qui changent, mais il y a des choses qui ne changent pas. Et les taxes et les impôts, ça semble que ça va demeurer. Tu sais, Aline, tu connais bien les Américains, tu as habité aux États-Unis. Ils ont un dicton qui dit qu'il y a deux choses qui ne changent jamais, la mort et les impôts. Hein, c'est une expression en anglais que la mort et les impôts, ça va toujours exister. Oui, mais écoute, on peut se l'approprier en français et en bon Oui, francophone parce que c'est effectivement la même chose. Mais, oui, oui. mais non, non, enfin, c'est vraiment, enfin, encore une fois, c'est vraiment passionnant parce qu'on regarde tous ces petits détails et, mais alors, du coup, quand même, non, non, mais parce que quand même, euh,
Le tarot, enfin toi comme moi, nos élèves, voilà, c'est quelque chose voilà, qui nous passionne. Donc voilà, là on rentre dans des niveaux de détails qui sont quand même, Oui, enfin là pour le coup, enfin je vais pas dire pour les vrais passionnés, on est tous passionnés, mais on rentre dans un niveau de détail vraiment très fin. Et et c'est génial de retrouver voilà cette connaissance que tu nous expliques. Voilà pourquoi la Lune a été de face un moment et que maintenant elle est de profil. Mais j'ai envie de te demander, docteur Sébastien, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave si moi, mon tarot, bah, ma lune, elle est de profil et que alors, historiquement, elle était de face? Tu sais, parce que oui, quand on apprend le tarot, on se stresse avec ça. Hein, on se oui. stresse avec la bonne version, la bonne couleur, la bonne interprétation, etc., Et je etc. me suis stressé pendant 30 ans à propos de ça, donc je comprends je comprends très bien, oui, absolument. Donc, Mais à un je moment suis donné, obligé de tu faire une vois, réponse qui est nuancée. est-ce qu'on peut se détendre, tu vois, sur Oui, ça? oui, voilà, c'est ça. C'est que ce qui arrive, c'est que je peux à la fois dire oui, c'est grave et non, ce n'est pas grave, au sens où il y a une différence pour certains symboles plus que d'autres. Cette cette fameuse lune qu'elle regarde de face ou de profil, je ne pense pas que ça va impacter énormément la définition de la Lune. Je pense qu'il y a d'autres portions du graphisme de toute façon qui vont nous ramener à certains mots-clés, à certaines définitions. Donc, j'estime que probablement le fait que la Lune ne regarde pas de face, que c'est pas très, très grave en soi. Il y a d'autres symboles où est-ce que je pense que ça l'est. Ça l'est parce que ça a un impact qui est direct sur les définitions de la carte. Et peut-être que le meilleur exemple pour ça, ça serait la maison Dieu. Si je montre la maison Dieu, si je la prends dans un jeu qui est moderne, Ouais. plus on va avancer dans l'histoire du tarot, et plus la maison Dieu va être dessinée comme un éclair qui descend du ciel, qui foudroie la tour, et que cette tour explose. Et même, il y a souvent même sur certains tarots modernes des personnages qui sont en flammes, les deux personnages qui tombent qui sont en flammes. Alors, si j'ai à apprendre le tarot avec un tarot où est-ce qu'il y a la foudre, une tour qui explose, qui est fracassée et des personnages qui brûlent, je pense que ça va être très, très, très difficile pour moi d'aller chercher la symbolique qu'il y avait à l'origine, qu'on a presque complètement perdu. La Maison Dieu est certainement l'exemple le plus dramatique de ça, de la perte d'un symbole. Et pour comprendre, je vais faire une analogie. Imaginons, nous, on est une génération qui avons connu Facebook. Peu importe qu'on l'utilise beaucoup ou non comme réseau social, on sait ce que c'est. Alors, Mhm. si par exemple quelqu'un crée un oracle cette année et qu'il décide de mettre le fameux pouce en l'air de Facebook, de le dessiner sur une carte, ben, si moi aujourd'hui je tire cette carte dans l'oracle, je vais me dire, OK, ce que ça veut dire, c'est j'aime. Parce que Oui. je connais le contexte, la référence culturelle. Mais si dans 200 ans et que Facebook a cessé d'exister, dans 200 ans, quelqu'un prend la carte et qui voit un pouce en l'air comme ça, qui flotte sans trop comprendre pourquoi il est bleu, il va peut-être se dire, mon Dieu, le pouce, il est bleu, il est spirituel. La main flotte dans les airs, alors elle sort du ciel. Et ça veut dire que c'est une bénédiction divine. Et le problème, c'est que la personne, en fait, est en train d'interpréter en fonction de son contexte à lui ou à elle et non pas en fonction du contexte originel. Et là, c'est ce qui se passe avec les redessins multiples de la Maison Dieu à la base, parce Mhm. que souvenons-nous, dans le chariot, on avait cette fable de Platon qui disait qu'on a trois corps. Un qui va pouvoir remonter jusqu'aux étoiles, jusqu'au Jardin d'Éden, et deux qu'il faudra abandonner à la fin de notre périple terrestre. Et à la Renaissance, on disait, on appelait ça le phénomène de la chute des corps. La chute des corps, c'était ce moment où on laissait tomber deux corps qui ne nous étaient plus utiles dans notre parcours terrestre et pour que l'âme puisse remonter vers le Jardin d'Éden. Et on utilisait souvent un symbole, un comparatif. On disait que le corps, notre corps qui abrite notre âme, qui va remonter, ben notre corps, il était considéré comme la maison Dieu
Il était un temple qui, à la fin de sa vie, allait s'ouvrir pour que l'âme puisse en sortir et remonter. Et ici, ce qu'on a dessiné, c'est donc ça. Vous avez les deux corps qui tombent, qui sont les deux chevaux que l'on abandonne parce qu'on est prêt pour remonter. La flamme, dans les premiers tarots, elle n'est pas rouge, elle est bleue parce que c'est l'âme, c'est le spirituel, et elle monte. Elle a été dessinée comme étant ascendante et non pas descendante. La tour n'explose pas, elle ne fait que s'ouvrir dans les premiers tarots. Il manque jamais de briques ou il n'y a jamais d'explosion. Donc, elle s'ouvre et le souffle bleu remonte. Et on dessinait à l'époque, encore une fois, le néoplatonisme. C'est beaucoup un retour aux anciennes philosophies. Et à l'époque de Platon, il y avait cette philosophie qui existait, qui était la philosophie atomiste. Et on comparait tout corps sur la Terre, on disait qu'il était composé d'atomes des quatre éléments, de l'air, de l'eau, du feu, de la terre, et que lorsque l'on mourait, eh bien, tout ce qui est physique allait se défaire en petites boules, en petites particules, parce que c'était les atomes qui allaient se défaire et qui allaient retourner à l'air, à la terre, à l'eau et au feu. Donc, ce qu'on a dessiné ici, pour quelqu'un qui est un néoplatonicien à la Renaissance, ce qu'il va dire, c'est une des plus belles cartes du tarot, parce que ça veut dire que j'ai fait toute mon évolution terrestre, je suis prêt à laisser tomber les deux chevaux, mes deux corps qui ne me suivront pas jusqu'au paradis. Tout ce qui est physique va se dématérialiser et la seule chose qui va survivre est mon âme. Et mon âme va revenir vers le ciel parce qu'elle s'en va au jardin d'Éden. Et éventuellement, dans la dernière carte, elle va rejoindre l'âme du monde, qui était le but des alchimistes et des néoplatonistes. Alors ici, on a une carte qui est une carte extrêmement positive, qui montre qu'en fait, on laisse quelque chose derrière pour atteindre un niveau supérieur, pour atteindre quelque chose qui est une grande victoire, qui est une grande récompense. Mais sans ce type de définition, de sens originel de la carte, si j'ai devant moi une maison Dieu avec des corps qui brûlent et qui explosent et un éclair qui frappe du ciel pour venir vers la terre, c'est plus difficile, je trouve, de voir le côté positif parce que ce que je vais voir, c'est une vision moderne qui est le jugement de Dieu. Cette tour de Babel qui est détruite. C'est cette idée qu'il y a un éclair qui est envoyé puis qui détruit et qui fait brûler les choses. Et quand on lit les livres en tarot, très rare où on va trouver des définitions positives de la maison Dieu. On est toujours dans un côté de drame, de catastrophe, de destruction, d'ego, de fierté démesurée qui est démolie ou qui nous amène des problématiques. Mais la Maison Dieu, à l'origine, elle représentait pas du tout cette idée d'un ego démesuré qui est puni. Au contraire, elle disait qu'on était la personne la plus spirituelle sur la planète parce qu'on était tellement spirituel qu'on était prêt pour laisser notre corps et aller avec notre âme. Donc là, j'ai donné un exemple dramatique. Mais il y a certains détails dans le tarot qui influencent lourdement les mots-clés et les définitions. Et il y a certains détails dans le tarot qui sont plus esthétiques, qui sont plus question de quelque chose qui est beau. Alors, est-ce que tous les détails comptent? Non, mais je pense que certains ont une importance, par exemple, Oui. qui est forte. Oui. Ok. Bon. Bah écoute, c'est vrai que sur la tour, enfin la maison Dieu, on pourrait effectivement parce que quand tu expliques ça, évidemment, bah, j'ai le dessin du Rider-Waite en tête, hein, qui est exactement ça, hein, c'est-à-dire cet éclair qui arrive, qui frappe la tour, le feu et Oui, les est-ce que corps c'est dans le qui. Rider qu'il y a la tour foudroyée, que le nom en Oui, français, c'est la tour foudroyée? Oui, c'est ça, j'étais pas certain, mais oui. c'est ça. Oui, oui, oui. Mais en même temps, tu vois, tel que tu l'as expliqué, mais c'est hyper intéressant la manière dont tu as expliqué que pour un néoplatonicien, voilà, l'illustration était très claire. Et, Elle euh, était claire, elle était belle, elle était magnifique. C'était une récompense, finalement. et en fait, je pense que quelque part dans le rider, ce qu'on essaye de nous dire, c'est que pour pouvoir accéder à cette élévation, hein, d'une Mhm. certaine manière, bah, il va falloir changer drastiquement des choses en soi, quoi, tu vois. Oui. Et alors ça, c'est l'acceptation, on va dire, peut-être plus philosophique ou psychologique en fait de la carte de la tour. Et après, dans son acceptation plus divinatoire, c'est vrai que dans le système Rider-Waite-Smith, bon,
Tu Oui, vois, le côté divinatoire va être plutôt vu comme quelque chose, une catastrophe. disons que un événement qui va faire appel à ta résilience. Voilà. Mhm. Et c'est là que le lien, encore une fois, au chemin d'individuation et à monter quelque part vers la meilleure version de soi, hein, dans le chemin des arcades majeures, dans le voyage du fou, ben voilà. Oui, il va y avoir un coup dur, mais c'est pour faire appel à ta résilience, hein. Oui. Et Alors que donc, quand je vais l'interpréter, il n'y aura pas le coup dur, il n'y aura pas l'idée de faire appel à la résilience. Par exemple, dans un tirage que je montre toujours à mes premiers groupes en niveau 1, ben, j'ai cette femme qui accouche et qui demande comment va se passer son accouchement, et c'est la Maison Dieu. Et donc, je vais dire, ben, c'est hyper festif, l'accouchement se passe parfaitement bien, tout est idéal. Ça pouvait pas être plus idéal que ça. Et elle est tellement heureuse d'avoir son bébé et tout le monde fête. Donc, il n'y a aucune notion de coup dur ou d'avoir à faire de une difficulté, résilience ou ouais. quoi que ce soit. C'est festif, c'est une victoire, c'est joyeux, c'est même facile et agréable parce que ça se passe vite et bien avec ça. Et c'est là Ouais, où est-ce que souvent, quand j'ai des gens qui ont appris le tarot avec les mots-clés très durs de la Maison Dieu, ben souvent, le premier réflexe de l'étudiant, c'est ils voient la Maison Dieu, ils disent, ah, l'accouchement va être difficile. Pas nécessairement que, ultimement, ça pourrait être positif. Ils vont pas remettre en doute le fait que ça pourrait être positif, mais ils sont convaincus que l'accouchement va être difficile. Alors que pour cette personne, pour cette femme qui a accouché, en fait, l'accouchement était très facile et très rapide. Elle m'avait fait la blague en disant que les infirmières à l'hôpital, ils avaient dit, mon Dieu, vous avez accouché comme une chatte, comme rapide et tellement simple qu'on n'avait même pas besoin d'aider. C'est là où est-ce que souvent je remarque cette idée que, oh, il y a la Maison Dieu, donc l'accouchement, il va y avoir quelque chose de problématique. Il va falloir travailler fort pour obtenir après ça le bébé ou la maternité, ou je ne sais pas exactement comment dire, mais obtenir les événements par la suite. Mais quand je vais faire la définition de la Maison Dieu, je vais vraiment y accoler que des concepts positifs. après, bon, après, ça dépend des autres cartes, etc., qui sont tombées aussi dans le tirage. Ce que j'aurais, moi, éventuellement, tu vois, la manière dont je l'aurais interprété dans ce contexte-là, c'est de dire, bon, bah, cette maternité, ça va véritablement vous chambouler, Mm-hmm. enfin, mettre votre vie sans dessus-dessous, et bah, c'est un Oui, bouleversement quand même énorme, quoi, hein, d'avoir un enfant, bien sûr. Et donc, voilà, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui vous préparer, tu vois, le mieux possible? Est-ce que vous avez exact. des peurs par rapport à l'accueil de l'enfant, etc., etc. Mais oui, effectivement, ça veut pas dire nécessairement un accouchement, tu vois, terrible ou mon Dieu, la pauvre dame. Mais non, on va pas lui dire ça. Oui, mais le fait que tu dises que tu veux la préparer, c'est que ça vient du rider. Ça vient d'une vision d'une Ah mais tour oui, qui oui, est oui, oui, bien rock'n'roll, sûr. et donc c'est normal et c'est correct parce que quand on travaille avec un tarot, ben, on travaille avec les symboles du tarot. Qui Le vont tarot, c'est avec, bien quelque chose sûr. qui est visuel. Quand je travaille avec certains autres tarots que le Marseille dans ma collection, je vais pas nécessairement toujours dire exactement la même chose. Disons, je pense à la carte de l'ermite. Il y a un tarot que j'aime beaucoup, qui est le tarot américain, qui est le tarot mythologique de Liz Green. Et, euh, et son ermite, il est assez glauque. Elle l'a représenté sous les traits de Saturne, le père Chronos, et il Mhm. a sa faux. Et donc, il y a un côté un petit peu plus de mortalité, C'est pas celui de qui la fin de dévore la ses vie. enfants. Pardon? C'est pas celui qui dévore ses enfants. Oui, exactement, exactement. Donc, il y a cette idée, il dévore les enfants. Donc, dans son tarot mythologique, ben, quand j'utilise ce tarot, c'est certain que si je tire l'ermite, moi qui ai l'habitude d'utiliser pour l'ermite les cartes d'une profonde spiritualité, d'une recherche de l'âme, de tout ça, mais quand je suis avec le Certains tarot de cas. Liz Green, ben, ça change. Donc, quand je dis ça ici, c'est pas dans le sens où est-ce que ma lecture est la bonne, et la lecture d'une autre personne ne serait pas bonne. C'est plus que dans la question, tu me demandais, est-ce que le graphisme peut impacter la lecture d'une carte? Est-ce que c'est grave, par exemple, que la Lune soit de face ou non? Ben, au fond, ce que je me dis, c'est le graphisme, oui, peut impacter la lecture. Ah, bien La sûr, preuve, c'est oui, que oui, quand je oui. lis l'ermite de Liz Green, je le vois plus glauque et plus sérieux et plus difficile que l'ermite dans le Marseille. Donc, on est nécessairement influencé par le dessin. Après qu'on décide que nous, on est à l'aise avec celui de Liz Green, ou que celui qu'on aime, c'est le rider, ou que celui qu'on aime, c'est un autre, parce qu'il y a
Il en existe des milliers. C'est correct, mais effectivement, il y a une influence du graphisme sur nos lectures. Alors, dans le tarot retrouvé, ben, il y a cette idée que pendant 30 ans, ce que je me disais, c'est est-ce que je pourrais lire le Marseille? Déjà, c'est un choix. Donc, je vais lire le Marseille. Mais si je lis le Marseille, est-ce que je pourrais voir devant mes yeux les premiers symboles, les symboles originaux, de façon à ce que je ne sois pas influencé par des symboles plus modernes, et que je puisse vraiment être uniquement influencé visuellement par les premiers symboles du tarot. Et encore une fois, il n'y a aucune notion que ça serait la bonne façon de faire du tarot versus la mauvaise façon de faire du tarot. Mais je me disais que si je choisissais déjà le Marseille plutôt que des tarots modernes, ben, ça serait logique, il me semble, d'aller chercher les premiers Marseille plutôt que les Oui, derniers bien pour sûr. avoir ce visuel-là. C'est vraiment dans ce sens-là où je l'expliquais, que oui, Oui, le bien visuel peut sûr. nous influencer. Mais et le visuel nous influence puisque c'est un langage visuel. Donc de toute façon, Exact. on peut pas faire l'impasse là-dessus. Ah là là, ouais, non, vraiment, on pourrait y passer des heures, Sébastien. Oui, 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 absolument. Je pense qu'on peut mettre quelques heures sur chacune des cartes en tarot. Y a pas de doute. J'ai déjà fait une formation, mon Dieu, il y a une dizaine d'années déjà. C'est fou comme le temps passe, mais j'avais des étudiants qui avaient fait tous les niveaux avec moi. Et puis, ils voulaient rester. Et puis, à l'époque, mon horaire était moins complet qu'aujourd'hui. Alors, je leur avais dit, écoutez, parfait, vous avez fait les 3 niveaux de tarot. On va faire un niveau 4. Et le niveau 4, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se parler des cartes. Je vais vous présenter les cartes une à une. Et je ne sais pas combien de temps on va rester ensemble, mais je vais vous parler à peu près de tout ce que je connais sur les cartes et on verra combien de temps ça prend. Moi, dans ma tête, je me dis, on va faire deux ou 3 cartes par semaine. Si on prend un cours de 2 heures, donc on va faire 2 ou 3 cartes par semaine. Et finalement, on a fait 22 cours de 2 heures, c'est-à-dire qu'on a parlé de une carte pendant 2 heures, 22 fois. Alors, c'est fou parce que ça veut dire qu'il existe du contenu pour 44 heures pour les 22 arcanes majeures du tarot. Fait que c'est quand même incroyable. Et quand on commence le tarot, ça donne rien. Ça va même nuire. Parce que si j'apprends 2 heures pour le battleur, ben quand j'arrive pour comprendre la papesse, j'ai déjà commencé à oublier du matériel du battleur. C'est comme c'est impossible de tout retenir ça. Fait que je pense que c'est avec le temps. C'est avec le temps on va chercher plus de contenu, plus de définitions, plus de mots-clés. Mais c'est vrai c'est un gouffre dans lequel on peut se perdre en termes de connaissances. Ben oui, et puis c'est un peu comme d'apprendre une langue étrangère. Si tu veux, tu commences à apprendre une langue étrangère, tu veux apprendre des choses pratico-pratiques pour Oui, commander à manger, tu vois, commander une bière avec ou sans alcool. Enfin, voilà, quand tu pars pas trop en besoin de savoir voyage. comment faire une thèse universitaire sur Mais la voilà, botanique. exactement. Et si tu apprends l'anglais, tu vas pas commencer par lire Shakespeare, qui est Exact. voilà. Donc c'est un peu le même principe. Mais voilà, et c'est pour ça que c'est vraiment génial qu'il y ait des gens qui aient des connaissances encyclopédiques comme toi, parce que quand on est passionné et qu'on veut aller dans ce niveau de détail et dans ce niveau de compréhension, ben on peut y aller avec toi, quoi. Oui, on peut le Et, faire avec moi et avec d'autres. Je veux dire, il y a bien des gens là, qui ont un très, très haut niveau de connaissances sur le tarot, mais effectivement, je m'y intéresse depuis 30 ans et il y ah, a le tien quelque est part pas mal 30 ans quand de même, Sébastien, bagage. hein. Le tien de niveau est pas mal quand même. Ben, je vais le prendre comme un compliment. Je vais le prendre comme un compliment, mais je serais pas prompt à dire que mon niveau de connaissance est meilleur que les autres. Mais merci. Je suis content de savoir que tu penses que mon niveau de connaissance est élevé. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'œuvrer dans ma passion et je le fais par plaisir. Donc, peut-être que je me rends pas compte aussi jusqu'à quel point le niveau de connaissance est élevé ou non, au sens où c'est pas un effort. C'est pas comme quand j'étais à l'école et qu'il fallait que j'apprenne quelque chose par cœur pour l'école. Je fais ça parce que j'aime ça. Je fais ça le week-end, je fais ça le soir, le matin. C'est 7 jours sur 7. Ça m'arrive de partir en voyage et de partir avec un livre de tarot. Donc, voilà, c'est ma vie, ça occupe ma vie depuis tellement longtemps. Quand on commence le tarot à 13 ans, aujourd'hui j'en ai 44, ça veut dire que les 2 tiers de ma vie sont ça. Et quand on se dit qu'en quelque part dans l'enfance, on oublie beaucoup les premières années, c'est presque comme si le tarot m'avait toujours accompagné. J'ai presque pas de souvenir d'une période de ma vie où est-ce qu'il n'y avait pas un tarot près de moi.
Et alors justement, si on veut t'écouter parler encore longtemps du Plus tarot longtemps. retrouvé, où est-ce qu'on peut faire ça? Le mieux, je pense que c'est de référer les gens sur ma chaîne YouTube, youtube.com/ Sébastien Michel, en un seul mot, donc très, très facile à trouver. Et même à la limite, si quelqu'un écrit Sébastien Michel YouTube sur Google, le On va te résultat va retrouver. sortir, il n'y a pas de doute, parce que sur ma chaîne YouTube, il y a plus de 300 vidéos qui existent pour aider les gens à apprendre le tarot, l'astrologie, la numérologie, la géomancie. Et dans le tarot, il y a plus particulièrement une playlist, une liste de lecture qui s'appelle Les origines néoplatoniques du tarot. C'est une liste de lecture que je garnis progressivement de nouvelles vidéos depuis la sortie du tarot retrouvé. Et donc là, les gens vont trouver plusieurs heures sur l'origine historique, les recherches que j'ai faites, ils vont voir des cartes de tous les jeux historiques que j'ai montrés tout à l'heure, ils vont pouvoir voir des cartes de ça, la comparaison. Et il y a des vidéos aussi sur toutes les cartes pour l'instant du battleur jusqu'au chariot. Je ne sais pas à quel moment les gens vont écouter l'entrevue qu'on fait. Il y aura peut-être d'autres cartes qui se seront ajoutées. Mais je suis rendu au chariot, donc comme ça, 1 à 2 fois par mois, je publie une nouvelle carte où est-ce que j'explique un peu le processus de cette origine néoplatonique. Bon, super. Bah écoute, Sébastien, voilà, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Moi, je trouve que le travail que tu as fait, il est fantastique. Il est nécessaire aussi, hein, parce que c'est des choses à préserver, quoi. Hein, c'est s'inscrire comme ça dans une tradition. Euh, et puis voilà la retrouver pour Oui, reprendre le mot, la faire vivre, la transmettre. Ben voilà quoi, c'est aussi notre métier de formateur, hein, de transmettre. Mais ben voilà, je trouve que tout ce travail de recherche, tout ce travail historique en amont, enfin c'est vraiment on peut, enfin, les passionnés du tarot doivent te féliciter en fait d'avoir fait ça et doivent te remercier d'avoir fait ça. Et moi aussi, je te remercie d'avoir passé du temps avec nous pour toujours pour nous partager ta passion. oui, avec grand plaisir. C'est ce que j'ai envie de dire en quelque part. Presque tout le plaisir est pour moi. dans cette, dans cette situation, mais je suis content qu'il y a des gens comme toi qui l'apprécient. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui apprécient ce qu'on fait. C'est un bonheur pour moi de me lever le matin, de me dire aujourd'hui, je m'en vais au travail et que je vais rendre des gens heureux, qu'il y a des gens qui vont apprécier le temps qu'ils vont passer avec moi. Mais voilà, je suis très content de l'entendre, mais je le fais par plaisir et le tarot retrouvé, c'est un objet qui vient du plaisir et de la passion. Fait que je suis très content de le partager comme ça. Puis j'apprécie aussi qu'il y a des gens comme toi qui m'invitent pour en parler. Ça me permet justement, des fois, de rejoindre un public qui me connaissait peut-être pas au départ. Bon, et ben écoute, si je peux faire un petit jeu de mots pour la fin, là, Sébastien, on se retrouvera Oui, l'entrevue retrouvée. à l'entrevue retrouvée pour un autre sujet hein, qui manquera pas de nous venir à l'esprit. Ah oui, ça sera avec un grand plaisir que je viendrai. À bientôt, Sébastien. Au revoir tout le monde.